Bonjour, corrigeons la partie numéro 4, navigation, réglementation et sécurité des vols de l'examen 2017 du BIA et du CAEA. Alors, on commence avec la question numéro 1. La hauteur minimale de survol d'un rassemblement de plus de 100 000 personnes est 150 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Donc la réponse, c'est réponse bravo, 1500 mètres. Donc pour mémoire, donc, ce qui est important dans l'énoncé, c'est le de plus de 100 000 personnes. Donc quand c'est 2 plus 2, c'est que c'est une grande ville, hein. Les grandes villes, c'est 2 plus 2. Les moyennes villes, c'est entre deux valeurs. Et les petites villes, c'est de moins 2. D'accord. Donc là, 2 plus 2, ça veut dire grande ville. Et grande ville, ça veut dire 1000 mètres heu, auquel, je rajoute encore 500 mètres, donc 1500 mètres. Si ça avait été une ville moyenne, ça aurait été 1000 mètres et si ça avait été une petite ville, ça aurait été 1000 mètres moins 500 mètres, c'est-à-dire 500 mètres, voilà. Ça, c'est notre moyen mnémotechnique pour retenir les hauteurs de survol de villes. Et pour revoir de nouveau la vidéo, allez, voir le briefing, novembre 23. Question numéro 2, le vol VFR est un vol effectué dans les conditions de vol à vue, un vol effectué dans les conditions de vol aux instruments, un vol de type commercial, un vol limité au tour de piste. Donc, c'est un vol qui est effectué forcément dans les conditions de vol à vue, d'accord? Il faut avoir les conditions VMC, conditions de vol à vue. Donc, réponse alpha et c'est donc un vol qui se fait sous les règles de vol à vue. Voilà, le VFR, c'est Visual Flight Rules. Sur ces conditions de vol à vue et les, donc VFR et VMC, le briefing novembre 20. Question numéro 3. Sur une carte au 1/500 millième, une distance mesurée de 10 centimètres correspond à une distance réelle de 5 km, 15 km, 50 km, 150 km. Donc là, pour les calculs d'échelle, comme d'habitude, hein, donc je vous rappelle la définition, c'est que, 1/500 millième, ça veut dire que 1 centimètre sur la carte, ça fait 500 000 centimètres pour de vrai, en distance réelle. Et 500 000 centimètres, ça fait combien de kilomètres? Voilà, c'est ça la question. Et donc là, vous faites le tableau comme au CM2, hein, avec les centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres et vous placez les chiffres en dessous et vous voyez que ça fait 5 kilomètres pour 1 centimètre. Et donc là, on a 10 centimètres, on en a 10 fois plus, donc ça fait 5 fois 10, 50 kilomètres. Réponse Charlie. Donc pour les calculs d'échelle, vous pouvez aller voir le briefing novembre 04. Ensuite, question numéro 4. La masse approximative d'un litre d'essence est de l'ordre de 550 grammes, 750 grammes, 1050 grammes, 1250 grammes. Donc déjà, on élimine C et D parce que l'essence est plus léger que l'eau, d'accord? Et qu'un litre d'eau, ça fait 1 kilo, ça fait 1000 grammes. On le sait parce qu'on voit l'essence qui flotte au-dessus, hein. Quand on a une tache d'essence, elle ne se met pas au fond, elle se met au-dessus. Donc c'est une des 2 premières valeurs et en fait, c'est la deuxième, celle de réponse bravo, 750 grammes. Donc pour revoir ça, on en parle dans le briefing novembre 38, novembre 39, novembre 40, mais allez surtout voir le briefing ECO 24, donc ECO pour, étude des aéronefs et des engins spatiaux. Question numéro 5. Alors, question numéro 5. Une piste dont l'orientation magnétique est de 113 sera numérotée 11, 12, 29, 110. Elle est numérotée 11, d'accord? Réponse alpha. Pourquoi? Parce qu'on arrondit, donc 113, on l'arrondit à la dizaine de degrés la plus proche, d'accord? Donc c'est 110 et on enlève le zéro à la fin. Voilà, donc vous pouvez revoir ça au briefing novembre, dans le briefing novembre 30. Question numéro 6. Un métard est un avis qui mentionne, la modification d'une installation, un message d'alerte et de danger, un service d'assistance et de secours, un message météorologique régulier. C'est un message météorologique régulier, réponse delta. Donc là, on vous piège un peu parce que c'est une question qu'on attend plutôt dans l'épreuve de météo et d'ailleurs, vous aurez plus d'informations dans le briefing, Mike 42, voilà. Donc c'est réponse delta, hein, à ne pas confondre avec un avis qui mentionne la modification d'une installation ou ce genre de choses, qui est un NOTAM, d'accord? Et ça, donc la réponse alpha, correspondait à un NOTAM et c'est plutôt ce genre de questions qu'on a en général dans l'épreuve de navigation, réglementation, sécurité des vols. Voilà. Question numéro 7. La règle d'évitement d'un aéronef qui dépasse un autre aéronef est évitement par la gauche, par la droite, par le haut, par le bas. C'est évidemment par la droite, hein. On avait retenu que tout est par la droite. On dépasse par la droite, on se croise en face à face par la droite, c'est la priorité à droite. Voilà. Et en plus, celui qui dépasse n'est pas prioritaire. Donc ça, on le voit dans d'autres questions. D'accord. Donc, réponse bravo, évitement par la droite. Plus d'infos dans le briefing novembre 22. On passe à la page suivante. Alors, sur le schéma ci-dessous, représentant le tour de piste, le repère X-ray indique l'avant-arrière, l'étape de base, la finale, le dernier virage. Donc c'est évidemment la finale, d'accord? Donc on imagine que le X, il est sur le trait, hein, parce que quand on est en finale, on n'est pas à côté de la finale. Voilà, donc c'est un schéma un petit peu rapidement
schématisé. Donc, c'est réponse Charlie, la finale. Plus d'infos sur le circuit de piste dans le briefing novembre 30. Question numéro 9. Sur une fréquence radio, un aéronef immatriculé FGT AX s'identifie Foxtrot Golf Tango Alpha X-Ray, Fox Golf Tango Alpha Xilo, French Golf Tango Alpha X-Ray, Foxtrot Golf Tango Alpha Xilo. Donc le X s'appelle X-Ray, d'accord, et le F s'appelle Foxtrot. On ne dit pas Fox normalement. Enfin, souvent on dit Fox, mais c'est Foxtrot qu'on devrait dire pour ne pas confondre, parce que Fox, ça ressemble un peu à Golf, et on pourrait se tromper. Voilà. Et le French, c'est pour vous tromper parce que French, le F veut effectivement dire que l'avion a été immatriculé en France, mais on ne prononce pas le nom du pays. D'accord, voilà. Donc, c'est réponse alpha, Foxtrot Golf, Tango Alpha X-Ray. Plus d'infos dans le briefing novembre 25 sur la phraséologie et l'épellation des lettres et l'alphabet aéronautique international. Question numéro 10. Sur une carte, une zone identifiée par la lettre papa correspond à une zone interdite provisoirement, une zone à la pénétration restreinte sous certaines conditions, une zone à la pénétration interdite, une zone dangereuse. Réponse Charlie, une zone à la pénétration interdite. Papa veut dire prohibited en anglais, hein, donc c'est une zone interdite. Voilà. Sur les zones à statut particulier, vous pouvez voir le briefing novembre 27 et puis ensuite aussi le novembre 28 sur les espaces aériens contrôlés. Comme ça, vous aurez fait le tour. De toute façon, on va le voir dans 2 questions là. Alors, question numéro 11. Un aérodrome ouvert à la CAP n'est ouvert qu'aux aux appareils d'État, est ouvert à la circulation aérienne publique, est interdit aux ULM, nécessite un certificat d'aptitude à se poser. Tous les aérodromes, il faut savoir se poser, hein, donc on ne va pas avoir un certificat d'aptitude à se poser. Donc c'est la réponse bravo, hein, est ouvert à la circulation aérienne publique. Voilà. Donc pour ce classement des aérodromes, briefing novembre 31. Ensuite, la question numéro 12. Une CTR est un espace aérien militaire de haute altitude, une zone interdite jusqu'au sol, une zone d'expérimentation provisoire, un espace aérien contrôlé aux abords d'un aérodrome. C'est un espace aérien contrôlé aux abords d'un aérodrome. D'accord. Réponse delta. La CTR, c'est la zone de contrôle. D'accord. Au-dessus, on a la TMA, hein, la zone terminale. Et ensuite, on a les couloirs aériens, les airways. D'accord. Donc, pour revoir ça, donc, briefing novembre 28. Ensuite, question numéro 13. Un paramoteur est un aéronef classé dans la réglementation vol libre, dans la réglementation parachutisme, dans la réglementation ULM ou dans la réglementation des drones. Donc, paramoteur, qu'est-ce que c'est? Un paramoteur, en fait, c'est un parapente avec un moteur, d'accord? Donc, le pilote, il est assis sur une sellette et il a, en sac à dos, on va dire, pour rigoler, il a un moteur. Voilà, donc c'est dans la classe des ULM, d'accord? Les ultra-légers motorisés, on a vu que c'était souvent des planeurs ultra-légers avec un moteur en plus. On a ça aussi pour le deltaplane et où on a aussi le pendulaire qui est un deltaplane avec un chariot et un moteur derrière. Voilà. Donc, pour revoir ces ULM, et vous allez visualiser le briefing ECO 08. Question numéro 14. Sur un aérodrome non contrôlé, l'éventuelle fréquence sur laquelle les pilotes peuvent échanger de l'information est nommée fréquence d'auto-information, fréquence d'alerte, fréquence de courtoisie, fréquence de détresse. C'est évidemment la réponse alpha, la fréquence d'auto-information. Les pilotes, ils s'informent entre eux, ils disent ce qu'ils vont faire, et donc on appelle ça souvent une fréquence alpha-alpha, une fréquence RR. D'accord. Il n'y a personne au sol pour donner des informations, tout ça. C'est les contrôleurs qui se coordonnent entre eux les pilotes qui se coordonnent entre eux sur la fréquence. Voilà. Et cette fréquence, quand il n'y en a pas une qui est attribuée à l'aérodrome, c'est la fréquence 123,500 MHz. 123,5. On passe à la question numéro 15 avec la 3e page. En France, les fédérations aéronautiques et sportives sont regroupées dans un organisme dont le sigle est JIFAS, FNAM, DGAC, CNEFAS. C'est évidemment réponse delta, le CNEFAS, d'accord, à ne pas confondre avec le JIFAS, qui est le groupement des industriels de l'aéronautique et du spatial. Voilà. Donc, briefing novembre 35 pour voir toutes ces fédérations, tout ça. Et justement, la question 16, c'est aussi briefing novembre 35. Donc, la fédération française qui prend en charge l'aéromodélisme, c'est la FFA, FFAM, FFVL, FNAM. C'est la FFAM, à ne pas confondre avec la Fédération nationale de l'aviation marchande, la FNAM. Donc, réponse, bravo. Et vous avez donc le briefing novembre 35 et aussi le briefing ECO 10, où on en parle un peu.
Ensuite, question numéro 17. Dans un planeur, le parachute est obligatoire pour tous les occupants, obligatoire uniquement pour le pilote, n'est pas obligatoire, obligatoire uniquement en compétition. Il est obligatoire pour tous les occupants, réponse alpha. Et on en parle dans le briefing sur les planeurs, le briefing ECO 05. Ensuite, question 18. Un taux d'alcoolémie maximum autorisé pour piloter doit être inférieur ou égal à 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 g par litre de sang. Alors 0,5 g par litre de sang pour formation, c'est pour la conduite en voiture, d'accord. Et donc la réponse attendue ici, c'est 0,2 g par litre de sang. Donc vous prenez toujours le plus bas, d'accord, sachant celui qui tend vers 0 g par litre, sachant que 0 g par litre, on ne peut pas toujours l'atteindre parce que souvent le corps fabrique naturellement de l'alcool chez certaines personnes, donc on peut avoir du 0,1 g par litre de sang de manière naturelle. Voilà. Donc, moi, dans la réglementation, j'ai pas vu de taux d'alcoolémie maximum. J'ai cherché assez récemment, on est en 2021, et l'information que j'ai eue, c'est qu'un pilote ne devait pas consommer de l'alcool avant un vol sur une certaine durée. D'accord. Donc, et moi, par exemple, 24 heures avant un vol, je ne consommais pas d'alcool. Voilà. Donc, c'est souvent des mesures d'hygiène comme ça qu'on utilise, quoi, parce qu'on ne peut pas jamais vraiment contrôler le taux d'alcool qu'on a dans le sang. Voilà. Donc vous cocherez toujours le plus bas, d'accord, le taux le plus bas, sachant que 0 g, on ne vous le proposera pas en général parce que c'est pas possible. Voilà. Donc briefing novembre 41 pour plus d'informations. Question numéro 19. En phase d'atterrissage, une remise des gaz doit être considérée comme une manœuvre à éviter dans l'aviation commerciale, comme une manœuvre spécifique au vol en instruction, comme une saine décision en cas de mauvaise approche, comme une erreur de pilotage. Alors la réponse attendue, c'est la réponse Charlie, comme une saine décision en cas de mauvaise approche. Alors c'est pas que en cas de mauvaise approche, hein, c'est pas si vous avez quelqu'un si vous avez un avion qui n'a pas dégagé la piste devant vous et que vous êtes en finale, bah, vous remettez les gaz et vous n'avez pas fait une mauvaise approche, d'accord. Donc le cas de ce qu'on appelle la mauvaise approche, hein, c'est un peu culpabilisant pour le pilote, c'est pas très c'est pas très just culture, on va dire. C'est pas l'exemple idéal, quoi, d'accord. Donc, à tout moment, hein, le pilote, quand il est en finale, il prévoit une remise de gaz. Ce qu'il doit faire, c'est, il considère qu'il va faire une remise de gaz, donc il se prépare mentalement à faire la remise de gaz et finalement il atterrit parce qu'il a tous les paramètres qui sont là pour se poser. Donc c'est une manière, inverse de voir les choses, d'accord? Donc plus d'informations sur ça dans le briefing novembre 44 sur tout ce qui est sécurité des vols. Enfin, dernière question du BIA, la question 20. La plupart des accidents, ont lieu, en vol en croisière en raison d'un arrêt moteur, en vol par collision, au-dessus des zones maritimes, au décollage et à l'atterrissage. Donc c'est les phases de décollage et d'atterrissage qui sont les plus dangereuses, hein. Briefing, réponse delta et briefing novembre 44. Voilà, on a vu les 20 questions qui sont communes au BIA et au CAEA et on continue avec les 5 questions qui sont spécifiques au CAEA, d'accord? Qui sont donc un peu plus compliquées. Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique, à l'enseignement aéronautique. Alors question 21. Pour un vol transfrontalier, le plan de vol est obligatoire avec un dépôt de plan de vol. Le plan de vol est obligatoire avec un dépôt avant le vol, avec un dépôt en vol, avec un dépôt avant le vol. Le plan de vol n'est pas obligatoire. L'obligation ou la non-obligation du plan de vol dépend du pays concerné. Alors pour un vol transfrontalier, le plan de vol est obligatoire avec un dépôt avant le vol, 1 heure avant le vol, hein. C'est la réponse, bravo. Pourquoi 1 heure avant le vol? Pour laisser le temps aux douanes de venir sur place pour inspecter l'avion si éventuellement ils veulent faire une inspection. Voilà. Donc, c'est réponse bravo. Et des informations sur le plan de vol dans le briefing novembre 21. Question numéro 22. La fédération qui prend en charge la construction amateur d'aéronefs est la FFA, la FFAM, le RSA, la FFG. C'est le RSA, le réseau des sports de l'air, hein, qui s'occupe qui prend en charge qui a la tutelle des constructeurs amateurs d'aéronefs. Voilà. On continue avec la question 23. Avec un QFE d'une valeur de 993 hectopascales et un QNH d'une valeur de 1003 hectopascales, la hauteur du terrain par rapport au niveau de la mer est de 140, 140 mètres, 280 pieds, 280 mètres, 560 pieds. Alors, comment on fait pour calculer ça? Donc, déjà, on fait un petit dessin, c'est ce que je vous disais à chaque fois. Dès qu'on a un briefing, une question d'altimétrie, on fait un petit dessin. Donc, à gauche, donc on met une flèche qui va vers le haut. À gauche, on va mettre les pressions. Donc, les deux pressions qu'on a, c'est 1003 et 993. On met la plus faible au-dessus, évidemment, sur le schéma, parce que plus on monte en altitude, moins on a de pression. D'accord? Et à droite, eh ben, en face de 1003, comme c'est la référence du Novembre-Hôtel du QNH, donc QNH, vous vous rappelez, c'est LNAGE, donc c'est comme ça qu'on retient, on dessine le niveau de la mer.
Et QFE, donc FE, le Fox Echo, pour mémoriser, on avait le feu du barbecue. Le barbecue, il est où? Il est au niveau de l'aérodrome, donc on dessine une petite piste, voilà, et on va calculer la différence entre ces 2. Et la loi de décroissance dans les basses couches de l'atmosphère, c'était on perd, 1 hectopascal en montant de 28 pieds. Donc là, on a combien? 1003 moins 993, ça fait 10 hectopascales. Donc ça va nous faire, 10 fois 28 pieds, c'est-à-dire 280 pieds. Réponse bravo. D'accord, la question elle est facile. Donc vous pouvez revoir ça donc, sur les calages, briefing novembre 18 et ensuite sur les calculs, novembre 19. Question numéro 24. Le code transpondeur d'alerte et de détresse, donc de détresse surtout, est le 7000, 7500, 7600, 7700. C'est le 7700, d'accord, réponse delta. Donc 7700, c'est la détresse. 7600, c'est la panne radio. 7500, c'est le détournement, hein. Donc le détournement, c'est pas déroutement, hein, c'est pas pour des conditions météo, c'est parce que quelqu'un vous force à changer de direction, d'accord, un pirate de l'air. Et 7000, c'est le code qu'on affiche quand on ne nous a pas attribué de code spécifique et qu'on vole en VFR. Voilà. Question numéro 25 pour finir. Après une plongée sous-marine avec palier à la remontée, on peut entreprendre un vol après un délai de 24 heures, immédiatement, après un délai de 12 heures, après un délai de 48 heures. C'est évidemment le délai de 24 heures. OK, réponse alpha. Et donc ça, vous pouvez donc pour les codes transpondeurs, je ne l'ai pas dit, c'était briefing novembre 26. Pour les délais de remontée après une plongée sous-marine, c'est novembre 42.